Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je le suis, je le reste. Quiconque essayerait d'aller contre la légitimité et la légalité du gouvernement d'union nationale le fera à ses frais. Il est entré dans l'histoire au milieu de la décennie 70 par un enlèvement spectaculaire et surtout une exécution sommaire, celle d'un officier, un commandant de l'armée française. Pourtant, malgré l'émotion suscitée par cette action terroriste, malgré l'humiliation infligée à la France, Hissène Habré va parvenir en quelques années, en moins de 10 ans, à se hisser à la tête de la République du Tchad. Mieux, son régime est soutenu et armé par Paris qui en a fait un allié de poids dans la sous-région. Mais Hissène Habré juge désormais insuffisant ce soutien dans le conflit qui l'oppose, à partir de 1983, à son principal frère ennemi Goukouni Ouédé, lourdement soutenu, lui, par la Libye de Mouammar Kadhafi. Le sommet franco-africain, c'est devenu un rituel annuel et c'est un cadre de contact, de retrouvailles, mais je n'attends absolument rien de ce sommet pour la simple raison que ce n'est pas un sommet qui prend des décisions. Pour faire pression sur la France, il se retourne vers les États-Unis d'Amérique qui lui fournissent des armes. Soutien qui ne lui sera pas d'une grande efficacité dans la bataille de Faya-Largeau où la présence des para-américains n'empêchera pas les combattants libyens de prendre la ville. Suite de notre série consacrée à ce personnage qui a marqué trop souvent dans le sang l'histoire contemporaine du Tchad. « 1985. Le Tchad continue d'être le théâtre d'affrontements sanglants. Les dégâts et les pertes en vies humaines sont énormes. On parle de l'établissement d'une force tampon entre les deux belligérants. Hissène Habré est furieux. Ça, il n'en est pas question. Absolument inacceptable. Mais une force tampon entre qui et qui, puisque le nord du Tchad est occupé par les forces libyennes, est-ce que cette force tampon va se mettre entre nous et les forces libyennes et concrétiser la rupture du pays en deux? Si l'initiative vient de Kadhafi, cela ne nous étonnerait pas. C'est l'impasse. Il y a un problème entre le Tchad et la Libye, n'est-ce pas? Un problème très grave. Donc, il faut bien chercher à résoudre ce problème. Il y a plusieurs possibilités. Ou bien la guerre, ou bien le dialogue, ou bien la combinaison des deux, n'est-ce pas? Et nous, qui sommes les premiers intéressés dans ce problème, puisque nous sommes les victimes de l'agression libyenne, nous pensons qu'il faut utiliser toutes ces voies. Par conséquent, nous n'excluons pas le dialogue avec la Libye. Pour le moment, il n'y a pas une rencontre en vue. Si demain, il pourrait y avoir une rencontre, incontestablement, nous poserons au colonel Kadhafi pourquoi il agresse le Tchad, la question. Pourquoi il a une force énorme au Tchad. Il faut rétablir des relations normales, de bon voisinage, sans agression réciproque. Je vous dirais que entre les deux zones, il y a le même mur que celui de Berlin, mais disons un mur qui n'est pas bâti. L'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, voit désormais la résolution de ce conflit d'abord par une réconciliation entre Goukouni Ouédé et Hissène Habré. Elle entreprend alors de multiples tentatives de pourparlers. Une rencontre est organisée au Congo par le président Denis Sassou Nguesso. Mais les deux protagonistes ne se verront pas. Les divergences sont trop importantes. Et les deux ne se font pas du tout confiance. Goukouni Ouédé. Notre disponibilité est totale et entière de réunir les parties en conflit, mais il faut prendre également en compte un élément nouveau, celui de l'intervention directe de la France. Face à cette invasion française, nous sommes en droit d'exiger que l'OUA la condamne, qu'il n'y a aucun accord de défense entre le Tchad et la France. En réalité, après l'opération Épervier,
Paris estime de plus en plus que ce différend frontalier doit se régler au mieux par les canaux diplomatiques et au pire par l'abandon de cette bande d'Aouzrou au colonel Kadhafi comme garantie de sécurité sur la frontière sud. Une idée inacceptable pour Hissène Habré, mais qui fait son chemin puisque la France et la Libye engagent des négociations. En août 1986, Paris annonce l'allègement de son dispositif au Tchad. Dans 8 jours, le 25 septembre, la France ne sera plus ensablée dans le désert tchadien. Les paras vont rentrer au bercail. L'opération Manta, qui avait débuté il y a 13 mois, n'a plus de raison d'être. C'est la principale information de la journée. Un coup de théâtre diplomatique. La France et la Libye ont décidé d'évacuer toutes leurs troupes du Tchad de façon simultanée et à partir du 25 septembre. Cette décision a été prise pendant le week-end à Tripoli, où le ministre français des Relations extérieures, Claude Cheysson, a été reçu par le chef d'État libyen Kadhafi. Au cours de l'année 1986, on apprend avec surprise que Goukouni Ouédé a été grièvement blessé. Il aurait été enlevé par des officiers libyens qui lui ont fait croire qu'il l'emmenait à une audience avec le guide Mouammar Kadhafi. Dans les combats, il a été blessé. Transporté à l'hôpital, le chef de l'État libyen lui envoie un message pour lui expliquer qu'il n'est pour rien dans ce qui lui est arrivé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il le laissera quitter la Libye. Goukouni est prisonnier. Puis c'est le silence. On est sans nouvelles de lui jusqu'à ce fameux jour du 17 octobre 1986 où il fait cette déclaration téléphonique à Radio France Internationale. Pour le moment, je suis libre dans mes contacts, dans mes mouvements. Je peux contacter n'importe qui et discuter avec n'importe qui. Donc vous n'êtes plus en résidence surveillée du tout? Non, pour le moment. Est-ce que vous pouvez, par exemple, quitter la Libye et éventuellement prendre contact avec des émissaires du président Habré? Non, je peux à tout moment, au moment opportun, quitter la Libye et essayer de prendre contact avec des émissaires de Habré ou d'autres pour essayer de rapprocher nos idées pour que la paix revienne dans le pays. Dans le même temps, sur le front dans le nord du Tchad, 3 colonnes de blindés libyens tentent d'écraser l'armée de Goukouni. C'est le frère ennemi Hissène Habré, celui qui hier le qualifiait de traître, qui demande à l'armée française de ravitailler les combattants de Goukouni par un parachutage des armes. Je puis vous dire qu'à l'heure actuelle, nous faisons cause commune. Nous sommes ensemble. Et les Tchadiens, donc, unanimes, combattent l'agresseur libyen. Quelles que soient les erreurs historiques que M. Goukouni a connues, aujourd'hui, M. Goukouni se trouve dans une situation, humainement parlant, dramatique. Je souhaite que la presse en parle pour qu'au moins la vie de Goukouni soit préservée. Ceci dit, effectivement, je puis vous confirmer que Goukouni s'efforce, nous ne faisons qu'un. Incontestablement, la réconciliation nationale est pratiquement achevée. Énième réconciliation entre Hissène Habré et Goukouni Ouédé, retenue cette fois-ci par la Libye. Il rallie les forces du GUNT et mène désormais le combat avec eux contre la Libye. Le général Gouarou Lassa, ancien ministre des Affaires étrangères de Hissène Habré. Mais j'ai été le ministre des Affaires étrangères de Hissène Habré. Et vous étiez au courant que pendant que vous... Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. J'ai parcouru le monde pour défendre le dossier de Aouzou, parce que le Tchad était occupé jusqu'au 16e parallèle par la Libye. Par la Libye. Il fallait libérer le Tchad. Mais comment libérer le Tchad? Les Français ne voulaient pas s'engager parce qu'ils ont peur. Nous nous sommes demandé, mais comment faire? Parce que nous n'avions pas d'armement. Nous avons lancé l'effort de guerre. Beaucoup d'entre eux ne le connaissent pas. Avec le fruit de l'effort de guerre, nous avons acheté des chars, nous avons acheté des avions, dont le C-130, et je suis allé au Pentagone négocier l'achat aux États-Unis. Négocier l'achat de ce C-130 avec mon cher adjoint et ami Idriss Déby. Avec cet armement que nous avons acheté, s'il vous plaît, si vous devez censurer, moi je quitte le plateau. Non, on ne vous censurera pas, rassurez-vous.
Rassurez-vous, général. Donc, dans cette émission, on n'a jamais censuré personne. Avec cet armement, nous avons attaqué les Libyens au 16e parallèle. En janvier 1987. Et en septembre 1987, nous avons chassé les Libyens de Aouzou. Vous avez récupéré Aouzou, c'était l'humiliation. Nous avons récupéré Aouzou. Les Tchadiens confondus, les Sara, les Goran, les Massa, les Wadaïens, tout le monde confondu a récupéré Aouzou. Et en réaction, une coalition des armées arabes a repris Aouzou entre nos mains. Hissène Habré m'a demandé, il dit Gouara, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, camarade président, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut marquer un coup pour que nos troupes gardent le moral. Et nous avons détruit un poste libyen, Maten Sara. Mais Hissène Habré reste insatisfait par l'engagement plutôt timide de Paris à ses côtés et trouve que ses alliés n'en font pas assez, qu'ils ne le prennent pas vraiment au sérieux. Il dénonce, je cite, la duplicité de Kadhafi. Il y a quelque chose de terrible avec les Libyens, ajoute-t-il, avec amertume. Officiellement, tout le monde condamne leur comportement, aussi bien les Français que les Américains. Mais en pratique, personne ne veut faire ce qu'il faudrait pour les contrer. Cette contradiction est dramatique. La Libye a beaucoup de moyens. Le Tchad est un pays sans ressources. Fin de citation. C'était bien sûr avant la découverte de ces gisements pétroliers. « 14 juillet 1987. Le président Hissène Habré est l'invité officiel du président François Mitterrand pour la fête nationale. Il est l'invité, l'hôte de marque, à la grande parade militaire sur les Champs-Élysées. Jean-Karim Fall. Dans la tribune officielle place de la Concorde, un fauteuil de bois doré et de velours rouge. Un nom inscrit sur ce siège, son Excellence le président Hissène Habré. C'était cette année le seul chef d'État étranger invité aux cérémonies du 14 juillet, une invitation symbolique en forme d'hommage à l'armée française. Impressionnant parcours que celui de ce guerrier. Remarquable trajectoire que celui qui s'était fait remarquer par l'enlèvement de l'ethnologue française Françoise Clostre. Depuis cette tragédie qui a coûté la vie au commandant Galopin, il ne s'est écoulé qu'une dizaine d'années. Il y a 10 ans seulement, le chef de l'État que saluent respectueusement les soldats qui défilent sur les Champs-Élysées était un fugitif, un terroriste traqué dans les falaises d'Ndi par les conseillers militaires français. Personne n'aurait parié un centime sur celui que l'on présentait comme un simple coupeur de route, un voleur de chameaux, un preneur d'otages. Une décennie plus tard, le même Hissène Habré reçoit de la tribune présidentielle sur les Champs-Élysées, dans le cadre de sa première visite officielle en France, l'hommage cadencé des troupes de l'ancien colonisateur. Moment particulièrement fort dans l'étrange relation faite de rancœur et méfiance, de coups de passion et de brusques ruptures qu'entretient depuis toujours le président tchadien avec tous les pouvoirs qui se sont succédés jusque-là en France. Hissène Habré trône, reçoit le salut des troupes, même si certains, beaucoup de militaires, n'ont pas oublié l'exécution du commandant Galopin. Dans les rangs, une sourde colère gronde. En réalité, le but de sa visite est d'évaluer la détermination française au sujet de la bande d'Aouzou, dernier territoire du Tchad qu'il veut arracher à la Libye. Il s'est désormais résolu à négocier la paix avec Tripoli. La France l'y a plus ou moins contraint. Et les relations diplomatiques se sont pour la première fois depuis très longtemps rétablies entre les deux voisins. Nous avons rétabli nos relations diplomatiques. Nous avons ici le secrétaire général du Bureau populaire libyen, à N'Djamena. Nous avons l'ambassadeur du Tchad à Tripoli. Et des discussions, des contacts entre officiels de part et d'autre existent. Par conséquent, le dialogue est réel. Je ne fixerai pas de date, mais pour ma part, je suis prêt à rencontrer le colonel Gaddafi. Il faut dire que les affrontements dans le nord du pays durent depuis longtemps déjà, et la solution militaire semble très improbable. De part et d'autre, se manifeste une certaine lassitude. Et de guerre lasse, beaucoup d'opposants, pas mal de combattants tchadiens, ont fini par se rallier au régime en place à N'Djamena. Il s'en faut peu pour que Ngoukouni lui-même soit du lot des ralliés. Une stratégie qui, en réalité, isole le chef Toubou retenu en Libye. Hissène a l'intention de me marginaliser pour donner importance à des ralliés. J'ai fait énormément de concessions. J'ai livré tous mes hommes avec les armes à Hissène Habré pour que les forces de Habré et les miennes puissent changer la situation à l'intérieur du pays. Deuxièmement,
j'ai accepté à ce que Hissène soit reconnu comme président, le chef de l'État du Tchad. Sur les 4 points dont nous sommes en discussion, je suis prêt à peut-être faire des concessions, mais pas pour me rabaisser et aller me rallier sans condition. La position que je prendrai me conduirait à faire alliance avec quiconque pour faire face à lui. Malgré la colère d'un Goukouni Ouédé qui se sent marginalisé, Hissène Habré se sent désormais le seul maître à bord du navire tchadien. Il n'est plus question dans son discours que de réconciliation nationale. Il juge le moment opportun pour donner des assises solides à ce qu'il appelle la Troisième République. L'approbation par référendum d'une nouvelle constitution accompagne son élection au suffrage universel à la tête de l'État. Il organise également des élections législatives dans le cadre du parti unique, puisqu'il reste hostile au multipartisme. Moi, je suis hostile au multipartisme. Et croyez-moi que j'ai mes raisons. Pour ce qui concerne le Tchad, il faut considérer ces 25 années de guerre, de troubles, des blessures profondes laissées, les déchirements. Sur les ruines du Tchad, nous sommes en train, et croyez-moi que ce n'est pas simple, de reconstruire ce pays, sauver ce pays, dans son unité, dans son intégrité territoriale, redonner à ce pays la paix. Et vous voulez qu'on se permette le luxe, c'est mon opinion, de rouvrir encore la porte aux éléments de dislocation. Qui vous dit que le système multiparti est le plus démocratique, le plus libre? Ce n'est pas prouvé. Le président Hissène Habré est trop méfiant pour s'imaginer, même si le colonel Kadhafi semble revenir à de meilleurs sentiments, que la guerre est finie. Déjà en janvier 1983, la mort d'Idriss Miskin, son ministre des Affaires étrangères et surtout l'un de ses hommes de confiance auxquels l'on prêtait l'intention de se rapprocher de l'opposition, avait paru mystérieuse à plus d'un observateur. Le jeu de la démocratie est encore à ses yeux dangereux. L'ancien rebelle a du mal à admettre que l'on conteste trop fortement son pouvoir, au point de prendre un peu trop son aise avec le respect des droits de l'homme. La sécurité, c'est la condition du développement, explique-t-il à ceux qui s'offusquent de son comportement autoritaire. En réalité, au Tchad, il vaut mieux ne pas faire de vagues. C'est le règne de la suspicion et de la délation. Les arrestations se multiplient. Ils sont des milliers à se retrouver en prison. Comme Ginette Garba, qui après un voyage à Koussery, la ville frontière avec le Cameroun, est interpellée. Elle était sur notre plateau à N'Djamena. Et voici son témoignage. J'étais à Koussery pour mes courses. Vous étiez à Koussery pour faire vos courses, c'est-à-dire du côté camerounais, de l'autre côté de la frontière? Oui, bien sûr. C'était au retour qu'on m'a pris. On a dit que j'étais allé là-bas rencontrer les opposants, tels que les Kamougais et les Kotiga. Vous êtes accusé d'avoir été rencontrer les opposants à Koussery? Oui. J'ai dit que moi je ne les connaissais pas. Il dit, mais vous étiez chez Amim, une dame du nom Amim, donc vous les avez vus. J'ai dit non, je ne les connaissais pas. Il dit, reste là, bon, on verra ton sort après. C'est comme ça que j'avais tapé 2 ans. J'étais en début de grossesse quand on m'avait arrêté. Et j'avais fait cet enfant en prison. L'enfant a marché avant d'être libéré. Autre prisonnier du régime Habré que nous avons reçu sur le plateau d'archives d'Africa N'Djamena, le professeur Galigote Ngata, qui a été l'un des directeurs du cabinet du président Habré. À l'époque du régime de Habré, il est interdit de se poser certaines questions. Par exemple, on vient prendre un membre de votre famille, il y a un mot arabe, on dit shalom. Shalom, c'est-à-dire? Shalom, c'est-à-dire on l'a pris. Et vous ne devez pas poser de questions. On l'a pris, qui l'a pris, on l'a mis où? Rien. En réalité, le régime Habré s'est durci. Les nouvelles qui viennent d'un peu partout, notamment du Tchad, ont installé un climat de terreur. Comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série que nous lui consacrons. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons donc rendez-vous le week-end prochain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À demain. Si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur notre site internet www.rfi.fr.